Je vous propose d'enchaîner, sinon on va avoir du mal à garder la concentration jusqu'aux derniers ateliers. Il nous en reste 3. 5e atelier, comment faciliter l'accès aux soins et adapter la prise en charge. Eh ben, c'est vous. C'est nous. Alors, on est 2 pour faire la présentation. On va se partager le travail parce que j'écris beaucoup et j'ai du mal à, comment on dit, discriminer l'information. Alors, donc moi je suis Laurence Lator, je suis aidante, maman de 3 enfants, tous les 3 avec des troubles du neurodéveloppement. Et surtout, pour la première qu'on a connue, c'est ma fille, puisqu'elle est née avec une trisomie 21, il y a 25 ans. Voilà. Les autres ont été diagnostiqués très tard, voilà, pour d'autres troubles. Alors, le constat, nous on était sur l'atelier qui parlait de l'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap, et on était très nombreux et on avait beaucoup de choses à dire. La preuve, il y a du travail. Alors le constat, c'est d'abord pour les personnes qui ont des troubles du comportement, on va d'abord aller chercher comment réduire le trouble du comportement plutôt qu'aller chercher le problème somatique qui génère le trouble du comportement. Donc on se disait qu'il faudrait peut-être mettre en place ce qui était appelé des fenêtres thérapeutiques par la MDA de l'Hérault, donc une hospitalisation pour évaluer l'état somatique du patient. Ensuite, on a parlé de la stigmatisation des patients de la psychiatrie et des personnes qui ont des addictions aussi, que c'était, voilà, c'est pas bien. On avait eu la CPTS de Narbonne, c'est la communauté des professionnels, je vais me tromper, territoriale de santé. Merci. De Narbonne, dont la mission est de travailler autour de la question de l'accès aux soins pour la population la plus éloignée des soins et par des professionnels libéraux. Et là, on a vu que il y a des choses qui se mettent en place. Ils sont sollicités, entre autres, par les IME du Grand Narbonne. Et en fait, on constate que les spécialistes des handicaps, ça va, on a accès aux soins, mais les professionnels libéraux, sur des petits bobos du quotidien, ils sont pas toujours là. C'est pas toujours facile de les trouver et ils sont moins sollicités. Ou en tout cas, il y en a peut-être pas assez sur le territoire. On a parlé de la difficulté de l'accès aux hôpitaux pour les personnes malentendantes. Donc, c'est difficile de trouver un interlocuteur qui comprenne ou qui parle la langue des signes. Donc, elles ont du mal à faire comprendre leurs difficultés. La personne sourde, en fait, qui demande une aide à la MDPH pour faire financer l'apprentissage de la langue des signes, reçoit, alors je ne sais pas si c'est systématiquement, mais un refus dans le cas où elle est appareillée. Donc, quand il y a une compensation technique, elle disait qu'elle avait besoin aussi de passer par l'apprentissage de la langue des signes pour s'exprimer et communiquer avec d'autres personnes dans sa situation, et que ça n'était pas possible. Enfin, en tout cas, il y a des personnes qui avaient eu des refus. Et donc, elles ne trouvaient pas ça normal, et effectivement, on peut les comprendre. Elles se retrouvent isolées. Et ça, c'était un moyen pour ne plus être isolé. La TDI a souligné la pénurie de médecins et la difficulté à trouver un médecin pour remplir les certificats médicaux pour les dossiers MDPH, parce que ils perdent l'accès aux droits dans ces cas-là. Ensuite, pour les personnes malvoyantes ou qui n'auraient pas de moyens de transport, c'est compliqué aussi d'avoir accès aux soins. Impossible d'avoir un rendez-vous avec un psychiatre en libéral ou au CMP. La communication, alors peut-être que j'ai dit plusieurs fois la même chose. Ah oui, pour les personnes, alors ça a été évoqué tout à l'heure par Henri, pour les personnes qui signent avec les mains qui sont qui sont malvoyantes et qui ont besoin de quelqu'un. Je suis claire, là, je crois pas. Les personnes malentendantes et malvoyantes, et du coup qui signent avec les mains, mais qui ont besoin de quelqu'un, le toucher. Je suis pas experte dans ce domaine, donc pour elles, c'est encore plus difficile, évidemment, de se faire comprendre et par un médecin. Voilà. Oui, merci.
Donc, manque de sensibilisation des professionnels à l'autisme et je dirais aux troubles du neurodéveloppement en général. Sollicitation pour une hospitalisation sous contrainte, donc ça arrive qu'il y ait ces besoins-là. C'est même des fois la personne elle-même qui appelle, qui a besoin d'être hospitalisée en psychiatrie et on lui répond qu'il n'y a pas de place. Donc on trouve que c'est un manque de respect des personnes. Alors là, je ne saurais pas le reformuler comme ça a été dit, donc je vais passer sur l'EANM. Problème pour se déplacer. Donc le problème de se déplacer quand on est malvoyant, ça on l'a dit. Pas de place, CESAD par exemple, pour l'accompagnement d'un enfant TSA. Et la difficulté pour la maman de faire réévaluer régulièrement son enfant par un pédopsychiatre, puisque les pédopsychiatres sont des denrées rares. Voilà, sur notre territoire, ou alors ils sont très très sollicités, on peut pas avoir de rendez-vous. Voilà. Et puis alors ça c'était de moi. Les médecins ne s'adressent pas aux personnes avec un handicap intellectuel. Alors en fait c'était juste pour dire que quand on est en consultation avec son enfant qui a un handicap intellectuel, le médecin a des fois du mal à s'adresser à la personne parce qu'il sait pas trop comment s'y prendre, j'imagine. Et donc il s'adresse qu'aux parents. Et mais mon enfant est à côté, il peut comprendre aussi si vous employez les bons termes ou les bons outils visuels. Ça serait bien qu'on lui parle, hein, qu'il existe, voilà. Après, donc les limites, c'est pour vous. Donc, je suis Aurélie Maillet, je suis éducatrice coordinatrice au service de prestations en milieu ordinaire de l'EAM Saint-Vincent. C'est long, je sais. En gros, j'accompagne des personnes adultes autistes. Voilà, donc les limites. Les sensibilisations des professionnels médicaux à l'usage du masque inclusif. Pendant la période de Covid, apparemment, du coup, pour les personnes qui sont sourdes, elles lisent sur les lèvres. Et du coup, c'était compliqué de pouvoir se faire comprendre et de comprendre surtout ce qu'on leur disait. Donc ça a été compliqué. Il y a un travail de fond à faire auprès des médecins sur les fondamentaux du handicap, la politique du handicap, la charte du handicap auprès de l'ensemble des intervenants hospitaliers. Donc ça, on en a beaucoup parlé. Mais il y a un travail qui se met en place, à l'hôpital de Carcassonne en tout cas. Identification des référents handicap dans chaque service, donc c'est en cours de formation. Accueillir et laisser à la personne sourde son indépendance. C'était vraiment quelque chose de très 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 important. C'est vraiment lui parler à lui. C'est la personne qui doit faire ses démarches. Elle est juste accompagnée. Il y a quelqu'un à côté. Mais en tout cas, la personne, elle a vraiment envie d'être actrice de sa propre vie, ce qui est normal. Donc, il y a eu aussi un petit souci au niveau du secret médical par rapport aux interprètes pour les personnes malentendantes. En fait, les personnes malentendantes peuvent avoir accès à un interprète pour prendre les rendez-vous. Le problème, c'est quand il y a une consultation médicale, on a répondu que c'était pas possible parce que l'interprète apparemment n'aurait pas le droit de connaître le fond, le secret professionnel en tout cas. Donc ça, on ne sait pas trop. Ben oui, mais c'est en tout cas ce qui a été soulevé. Et enfin, il y a un turnover de beaucoup de professionnels du médical. Donc c'est pour ça qu'il y a constamment besoin de sensibilisation et de rencontres professionnelles. Voilà. Alors après, les besoins et attentes du groupe, hein, c'est qu'on a repéré. Attention, le gardien du temple revient. Ah, j'ai pas mis mon timer, désolé. Alors, donc j'ai déjà dit, il y a un exemple dans l'Hérault, c'est Handy Consult, qui facilite l'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap. C'est des consultations dédiées. Il y a possibilité de faire des consultations blanches. Moi, ça m'était arrivé, mais sans le savoir. C'était ça. Donc, on va chez le professionnel de santé. Ma fille refuse de
faire les examens, on repart, on revient une semaine après, tout se passe bien, elle sait où elle est, elle sait qui elle va voir, tout va bien. Voilà, c'est ça, la consultation blanche, bon, sauf que c'est payé, je crois. Voilà. Besoin de formation des professionnels de santé, du coup, sur le handicap, parce que, ou les handicaps plutôt, parce que, ben voilà, ils sont pas toujours à l'aise, hein, ni avec les personnes, pourtant c'est leur métier, mais c'est compliqué pour eux et on le comprend. Hein. Méconnaissance de la langue des signes dans les hôpitaux et EHPAD, on l'a dit plusieurs fois. La difficulté pour prendre des rendez-vous pour les personnes malentendantes. Aussi, on l'a dit, dans la méconnaissance du handicap. Besoin de tablettes pour communiquer à distance pour les personnes malentendantes, pour les rendez-vous, les diagnostics, etc. Et ça, voilà. Ensuite, on a reparlé de la place de l'aidant et sur l'hôpital de Carcassonne, ils font un travail avec des badges qui permettent d'identifier les aidants et de les intégrer du coup dans l'échange avec les soignants plus facilement pour pouvoir accompagner la personne au bloc aussi en cas d'intervention. Et ils ont créé un comité de pilotage institutionnel pour travailler sur ces questions avec différents partenaires. Et ensuite, on a parlé de la prise en charge de la douleur et en particulier chez la personne non communicante ou TSA qui est en difficulté pour exprimer qu'elle a une douleur ou qu'il n'a pas forcément repéré et comment on fait pour évaluer la douleur chez cette personne grâce au soutien de l'aidant parfois. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on pourrait passer à la bulle suivante, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait agrandir un tout petit peu, s'il vous plaît? Alors, donc, les actions à préconiser. Donc, on a parlé de partenariat à l'IME de Narbonne pour des jeunes avec de la formation, avec des professionnels avec de la langue des signes pour les enfants autistes. Donc, il y a eu ce partenariat de fait et il y a eu de très bonnes retombées. Plateforme Helios pour les sourds et malentendants et accès au site internet dans le cadre de la démarche accessibilité en cours de travail sur l'établissement de Carcassonne, donc à généraliser chez tous les médecins. Alors, les IPA, infirmières ou infirmiers en pratique avancée, ce sont des infirmières qui sont formées pour renouveler les certificats ou les ordonnances. Voilà, mais elles sont toujours en lien avec le médecin. Un nouveau service téléphonique avec le 116 117 pour prendre un rendez-vous en maison médicale et accéder aux urgences. Ça, c'est pour les patients qui n'ont plus de médecin traitant. Et donc, ce sont ces personnes qui vont réorienter ou faire venir une infirmière à domicile si jamais il y a des besoins ressentis pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer et qui n'ont plus de médecin. La maison médicale de garde sur Carcassonne ne recevra du coup que sur rendez-vous par ce biais. Dans les maisons France Service, on peut avoir accès à la télécommunication quand on n'a pas d'ordinateur chez soi. Une nouvelle solution, le SAS, service d'accès aux soins pour la régulation des urgences, en appelant le 15. Donc pareil, on a un médecin et puis ensuite, c'est lui qui nous propose des solutions. Le DAC, dispositif d'appui à la coordination pour la prise en charge des soins. La communauté 360 pour faire le point sur les droits et accès aux soins des personnes. Dispositif avec écran pour communiquer à distance. Le baromètre handifaction. Pareil, à l'hôpital, ça va être mis en place. Oh, bien sûr. Donc, Handifaction, c'est une application que chacun peut télécharger sur son téléphone et qui permet donc, on est en situation de handicap, on a une consultation médicale, soi-même ou son aidant complète le baromètre pour indiquer comment s'est passée la consultation. Et tout ça, ça va permettre de faire des statistiques et de voir la façon dont on peut améliorer l'accès aux soins. Et ça fait partie des outils développés par Pascal Jacob, oui, j'ai dit.
Ensuite, sur l'établissement de l'EAM Saint-Vincent, nous, on a la médiatrice en santé qui accompagne à l'hôpital, qui reste en salle de réveil, qui peut être au bloc si jamais il y a besoin. Elle est acceptée par les soignants, par les médecins et son travail est reconnu. L'hôpital accepte en tout cas, la clinique aussi, donc c'est super. Nous aussi, on sensibilise au handicap, donc une sensibilisation au handicap, à l'autisme aussi, autour des partenaires autour de la personne. J'ai montré aussi la plaquette du CRAIF, c'est votre patient est autiste. Ça, c'est à destination des familles. Quand elles ont un rendez-vous avec un médecin, elles peuvent donner une information rapide, en tout cas, qu'est-ce qu'une personne avec autisme. Voilà. Voilà.